Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Entre les nouveautés liées à l'IA, les nouveaux médias, le personal branding, les choses ont bien changé, ces dernières années dans l'univers des RP. Mais paradoxalement, bon, bah, il y a quand même des fondamentaux qui restent les mêmes et donc l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est qu'on puisse voir justement comment est-ce qu'on construit une stratégie, RP, efficace en 2026. Et donc pour parler de ce sujet-là, je suis avec, Clara Armandelil qui est fondatrice de Third Eye Media. Bonjour Clara. Bonjour Axel, merci de m'accueillir à nouveau sur ton podcast aujourd'hui. Et ouais, c'est un retour sur le podcast, donc effectivement, il y avait un premier épisode, qu'on avait enregistré qui a été diffusé quoi? C'était en début d'année dernière C'est ça, ou je oui, crois, c'était ça, ouais, ouais. ouais. Donc c'est avec plaisir, que j'échange de nouveau avec toi sur ce sujet pour faire un petit point parce que c'est vrai que bon, on aura l'occasion de rentrer dans le détail, donc je vais pas tout déflorer mais les choses on bouge pas mal en ce moment. Est-ce que juste en introduction, du coup, pour ceux qui n'auraient pas écouté le 1er épisode qu'on a fait ensemble, ben, tu peux te représenter s'il te plaît en quelques mots? Tout à fait, donc je suis, Clara, je suis franco-américaine, j'ai 15 ans, enfin un peu plus de 15 ans même d'expérience en relations presse et j'ai fondé Third Eye Media en 2016, donc on va fêter nos 10 ans là, à partir de janvier. Et Et félicitations. ouais, merci, ça le temps passe très vite. Ouais, c'est clair. On est une agence de RP, boutique. On se spécialise, dans les stratégies, de relations presse internationales pour des grandes marques. L'agence a notamment travaillé avec Wise, Atomico Ventures et l'unicorn française Sorar. Et avant ça, j'ai acquis mon expérience en travaillant, aux relations presse, chez Google et puis également chez Accel Partners. OK, ouais, bah, effectivement, ça fait des beaux noms quand tu mets tout ça l'un derrière l'autre. Bah, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite, donc on va parler de RP, je le disais. Peut-être en introduction, est-ce que tu peux revenir sur, bah, le constat que tu fais toi de l'évolution des RP ces dernières années? Est-ce que finalement tu vois que le rôle il a un petit peu changé dans ce que les clients viennent te demander? Est-ce qu'ils ont toujours les mêmes objectifs? Est-ce qu'ils viennent toujours te voir pour les mêmes choses? Voilà, comment est-ce qu'on aborde un petit peu les RP aujourd'hui? Comment ça a évolué? Oui, beh, écoute, pour répondre, de manière très succincte à ta question, est-ce que ça a changé? J'ai envie de dire oui et non. Je pense que d'une certaine manière, les basiques, les fondamentaux des RP ne changent pas. Dans le sens où les médias, qu'on appelle les médias traditionnels, opèrent de manière rigoureuse. Il y a un système, il y a un processus de sélection éditoriale, c'est-à-dire, quand vous pitchez une idée à un journaliste, le journaliste va, la faire passer à son rédacteur en chef qui va décider si cette information est jugée en ligne avec la ligne éditoriale, si c'est une actu suffisamment impactante, etc. Donc tout ce processus de sélection ne change pas et ce que ce processus éditorial apporte, c'est une certaine validation et une dimension d'autorité. Par opposition à, par exemple, la même news que vous rédigez et postez sur votre blog ou sur vos propres réseaux. Il n'y a pas de processus de sélection. Donc ça, je pense que ça change pas et quelque part, c'est pas prêt de changer. C'est vraiment ce qui fait la force des médias aujourd'hui. Ce qui change en revanche, ou ce qui évolue, c'est qu'il y a un grand nombre de nouveaux canaux euh, qui se qui se métamorphosent, qui se développent de manière très rapide et qui changent perpétuellement. Il y a par exemple 10 ans, on parlait beaucoup de Facebook en termes de réseaux sociaux pour chercher des news. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas notre génération et la génération en dessous de nous ne regarde pas trop Facebook pour les informations. Donc en fait, on peut dire que oui, les réseaux sociaux sont une nouvelle source de news, mais lesquelles? Et ça change très rapidement. Ça, c'est une des choses. Et puis aussi le format qu'on consomme. Je crois que encore une fois, il y a 10 ans ou même il y a 5 ans, on consommait peut-être beaucoup moins de formats vidéo ou de formats audio qu'on ne le consomme aujourd'hui. Et ça, c'est aussi à voir avec l'infrastructure de l'Internet, par exemple. La bande passante, le nombre de data qu'un certain réseau social peut euh, manager, gérer par jour, par seconde. Euh, donc aujourd'hui, par exemple, les nouveaux canaux pour les news et les actualités, c'est, je dirais, bah, on a Instagram, on a TikTok qui a vraiment explosé. Je pense que quelque part, paradoxalement, le fiasco de TikTok aux États-Unis a presque amplifié l'importance de ce canal pour beaucoup de marques et puis pour beaucoup de réseaux d'information. Et évidemment, les podcasts, comme Mmh. celui-ci, sont devenus aussi
des canaux assez importants pour les RP. Oups, j'interromps ton épisode 2 secondes pour te parler d'un de mes partenaires qui me permet de continuer à te proposer tout ce contenu gratuitement. Ce partenaire, c'est Diffly. Tu les vois, ces raisons un petit peu pourries de perte d'un deal que tu as dans le CRM, concurrence, prix, fonctionnalité. On a tendance à vouloir faire simple pour que les commerciaux remplissent le champ. Mais la vérité, c'est que les raisons, elles sont tellement basiques qu'on n'apprend rien. Et c'est un problème, parce que la mise en place d'un processus structuré de win-loss analysis, donc qui va te permettre de récolter du feedback auprès de tes clients et de tes prospects pour comprendre les vraies raisons derrière chaque prise de décision, ça peut te permettre d'augmenter jusqu'à 50% le taux de conversion des opportunités. Alors comment est-ce que tu fais ? Justement, c'est là qu'intervient Diffly. C'est une plateforme SaaS B2B française qui propose une méthode structurée de win-loss analysis dont l'objectif est de comprendre ce que tes clients et tes prospects disent de vous quand tu n'es pas dans la pièce et donc découvrir les vraies raisons pour lesquelles tu perds un deal. C'est des insights qui en plus derrière sont utilisés pour affiner ton positionnement, ton messaging, aligner tes campagnes marketing et les équipes marketing, product et sales autour d'une même réalité et d'une compréhension du besoin du marché. C'est un must-have pour les équipes marketing en quête d'efficacité et je t'invite à aller découvrir ce qu'ils font sur leur site diffly.co. Et maintenant, je te laisse avec ton épisode. Ouais, j'allais dire, c'est vrai qu'on, tu vois, là, en t'entendant, j'y repense, mais on a même vu le président de la République passer chez des youtubeurs, quoi. C'est ça, à des choses Ouais, qu'on donc, n'aurait pas imaginées il y a même 3-4 ans. ouais, non, non, c'est clair. Donc, on voit bien qu'effectivement, il y a ces nouveaux canaux, donc tu l'as dit, TikTok, Instagram, les réseaux sociaux, les podcasts, YouTube, qui rentrent, enfin, qui font aujourd'hui part entière d'une stratégie RP, en tout cas, en fonction du public à qui on va s'adresser, en fait. C'est ça. Alors la chose qui est intéressante pour justement boucler un peu la boucle sur ça, c'est que, par exemple, quand il y a une news qui apparaît, quelque chose, une news globale, quelque chose de dramatique, quelque chose d'impactant, etc. Peut-être qu'on va découvrir le scoop sur un Instagram, sur un TikTok, même sur un Snap. On n'en sait rien. Mhm. Enfin, les gens, voilà, vont voir l'info. Mais qu'est-ce qu'ils vont tout de suite faire ? Ils vont essayer de la trouver sur Le Figaro. Ils vont essayer de la trouver sur CNN. Ils vont essayer de la trouver sur El Ouais. País. Ils vont essayer de sourcer l'info pour comprendre si c'est pas un fake et si justement cette information a été screenée par le processus éditorial dont je parlais tout à l'heure. Ouais, ouais, d'où l'importance effectivement d'avoir une stratégie un peu globale. Du coup, j'ai évidemment aussi on va parler, enfin donc ça c'est un peu le panorama global de l'évolution des dernières années, mais je voulais te parler aussi pas mal d'IA. On l'a pas mentionné là, mais je voulais voir un petit peu c'était quoi, quel impact tu vois toi de l'arrivée de l'IA dans les relations presse? Et puis dans ce qu'on voit, parce que tu vois, pour discuter régulièrement avec plein de marketeurs, on parle pas mal des enjeux de géo, donc l'optimisation, le SEO pour les IA, on va dire en gros, mais Ah c'est ah. l'optimisation de ton contenu pour être découvert sur des chats GPT, des Perplexity ou des choses comme ça. Euh, on voit que dans ces critères-là, de plus en plus, apparemment, les mentions par des revues de référence seraient un moyen de bien figurer dans les recherches. Donc, on a un petit peu, tu vois, l'impression d'un retour au RP, de nouveau, en tout cas, des budgets brand qui vont, enfin, le retour des actions brand, ouais, pour essayer justement de bien figurer dans les IA. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois, dont tu as entendu parler, que tu suis, j'imagine évidemment, mais que tu vois aussi, toi, arriver dans les demandes? Complètement, complètement. Tout ce que tu dis fait beaucoup de sens et on l'observe déjà. À mon sens, les moteurs de recherche d'IA donnent vraiment un souffle nouveau au RP. Dans le sens où en fait les moteurs de recherche des IA tels que Gemini, ChatGPT, Perplexity, Claude, etc. Se comportent en fait beaucoup comme les moteurs de recherche traditionnels. Et qu'est-ce qu'on sait des moteurs de recherche traditionnels ? C'est qu'ils priment les contenus qui sont tagués comme des actus. Donc, quand on fait une recherche, par exemple, dans un moteur de recherche comme Google et qu'on tape par exemple bon c'est un exemple assez triste et spectaculaire aujourd'hui, mais si on tape le mot Sydney alors qu'il vient d'y avoir un Mhm. attentat à Sydney dans Google, il va probablement comprendre qu'on recherche des actus liés à Sydney, ou en tout cas dans les résultats de recherche sur ce mot-clé là, on va sûrement voir des news et des sites d'actualité.
Les moteurs de recherche d'IA se comportent de la même manière. C'est-à-dire que si vous obtenez des clips de presse, il est plus que probable que cela vous fasse remonter de manière significative dans le ranking des GEO, c'est-à-dire les SEO des moteurs de recherche. Donc encore une fois, ça donne vraiment un nouveau souffle au RP et puis surtout, c'est un espèce de coup double pour les marques qui investissent dans les RP. Oui, quand tu dis, coup double, c'est-à-dire? C'est-à-dire que jusqu'à ce que les IA existent, quand on faisait des RP, on avait des coupures de presse dans les médias traditionnels et un bon ranking dans les SEO d'un Google ou autre. Et Ouais. aujourd'hui, quand on fait ça, on a en plus un bon ranking dans les IA dont l'utilisation et le engagement est en train d'exploser de manière exponentielle. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, effectivement, ce qui avait, les critères qu'on voit apparaître, pour apparaître du coup dans les IA sont finalement des actions qui avaient un intérêt, déjà de base dans le SEO, quoi. Même si j'allais dire, côté SEO, c'est vrai que on a tendance, enfin, c'est les backlinks, on va dire, qui sont intéressants plus que les mentions. Et puis c'est vrai que dans les relations presse, dans un article de presse rédigé par un journaliste, c'est difficile d'avoir un lien qui va venir vers ton site. Du côté de l'IA, c'est peut-être même un peu moins important dans la mesure où la mention va peut-être suffire à être reconnue, en tout cas, même si c'est mieux qu'il y ait un lien, évidemment. C'est ça, et je pense que tu fais une distinction qui est très importante. Moi, je regarde ça avec mon point de vue de communicante en RP et non pas de Ouais, marketeuse, entre guillemets. Et donc, quand je parle du ranking des SEO, je parlais que de ranking organique. Je ouais, parlais pas justement des méthodes de backlink, etc. Parce que le propre des RP, une coupure de presse, comme tu dis, ou un article en éditorial, il y aura rarement un lien dessus. Mais la ouais. notoriété et l'autorité d'un site de news fait que malgré tout, on a un excellent ranking organique quand on apparaît dans un site d'actualité. Mmh. Et c'est exactement la même chose dans les sites d'IA. En fait, les moteurs de recherche d'IA se comportent, en tout cas pour ce qui est de l'organique, de manière extrêmement similaire à ceux des moteurs de recherche traditionnels. Ouais, donc du coup, effectivement, nouvel enjeu des stratégies RP pour, parce qu'on le voit. Alors après, on pourrait en discuter, enfin, c'est ça sera peut-être l'objet d'un autre sujet, parce que j'allais dire, il faut pas non plus, démultiplier l'importance du trafic qu'on peut avoir par les IA, parce que ça reste encore marginal comparé à Google, même si on le sait qu'en général, c'est quand même un trafic qui est plus qualitatif, parce que ça convertit bien. Bref, donc autre sujet, mais donc enjeu IA, renouveau des RP par rapport à ça. Et puis Mhm. après, c'est vrai que dans les tendances RP, on en a parlé, on a parlé aussi un petit peu en introduction, du coup, des nouveaux formats, podcast, newsletter et tout. Moi, je le vois bien parce que je suis contacté régulièrement par des agences RP, par des gens du coup qui veulent proposer des sujets et des invités. Comment est-ce que tu vois, toi, du coup, l'évolution des formats à intégrer dans une stratégie du RP? Très, très bonne question. Effectivement, on en parlait tout à l'heure un petit peu du nombre de formats et de canaux qui apparaissent. Je pense que les podcasts, notamment, sont un format très impactant parce qu'ils offrent un format long. Mmh. Ils offrent une dimension audio et souvent audio et vidéo ensemble, qui permet vraiment de développer le visage et la voix d'une société de manière impactante. Euh, on voit par exemple avec les podcasts que il y a d'abord l'épisode dans sa totalité qui sera mis sur de multiples plateformes, qui est aussi très bon pour la visibilité. Et il y a avec ces podcasts, il y a la possibilité de les scinder et d'en poster des petits extraits sur nos propres canaux. Mmh. Et donc d'avoir ce qu'on appelle des sound bites avec certains des passages les plus intéressants, etc. Qui sont, enfin, il y a une énorme utilisation en fait sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, qui peut se faire, qui est moins possible à faire avec un article presse. Donc ça, je trouve que c'est très impactant parce qu'en plus, c'est des formats qui sont beaucoup plus engageants. Et je dirais que justement, grâce à ça, c'est vraiment un outil excellent pour le storytelling. Parce qu'on voit à perdurer sur le temps, notamment si on se sert de ces soundbites, le visage et la voix du fondateur qui peut articuler sa vision, qui peut articuler les valeurs ajoutées du produit ou du service qu'il offre, qui peut vraiment étayer sa vision de l'industrie, etc. Et donc, Mmh. ça permet vraiment d'apporter une dimension humaine et de vraiment développer un storytelling de fond
que le print ne permet pas de faire. Et donc maintenant qu'on a dit tout ça sur les enjeux IA, les nouveaux médias, les trucs, donc en gros, concrètement, ça ressemble à quoi finalement une bonne stratégie RP en 2026? Comment est-ce que tu vois toi les choses évoluer? Alors, je pense que le mot d'ordre, c'est vraiment la diversification. Continuer avec les stratégies médias traditionnelles comme les communiqués de presse, comme on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais les articles d'opinion qui sont excellents, qui sont des articles signés par la société elle-même et qu'ensuite on pitch aux médias verbatim. Donc ça, c'est aussi un outil assez impactant. Les prises de parole dans les événements industrie, etc., qui font partie aussi des stratégies traditionnelles, continuent avec ça. Et je dirais sur le euh, profiling de la société ou profiling des fondateurs, c'est là où il y a vraiment un job de diversification qui s'opère. On peut faire du profiling en pitchant euh, le fondateur ou la société pour des opportunités en print, mais là aussi, focus sur les podcasts qui permet de diversifier justement le format dans lequel on pousse les narratives et les messages clés. Et puis aussi ne pas oublier LinkedIn, qui est donc là un canal qui n'est pas un canal de médias, mais qui est en fait une plateforme qui naturellement est tout à fait appropriée pour tout ce qui est messages corporate, etc. Et donc pouvoir se servir de son LinkedIn pour renforcer tout ce qui a été fait dans les médias, c'est assez impactant. Je vais donner un exemple avec LinkedIn parce que ça aussi c'est quelque chose dont on n'a pas trop parlé, mais par exemple, si vous obtenez même ne serait-ce qu'un article dans une publication qui est assez petite, mais vous avez 5-8 000 followers sur LinkedIn, le fait d'avoir obtenu un article de presse vous donne cette autorité et cette notoriété, et ensuite vous l'amplifiez sur vos réseaux à vous où vous êtes déjà suivi. Donc là, en fait, on peut vraiment démultiplier l'impact d'un article. Et la même chose pour les podcasts. Quand on poste un podcast derrière à tous ses followers, ou quand on poste de manière répétée sur plusieurs semaines des petits extraits du podcast, etc., ça permet de vraiment développer et amplifier ces messages. Donc, en gros, pour résumer, c'est vraiment la diversification, euh, combiner les stratégies traditionnelles avec ces nouvelles stratégies qui nous donnent en fait un nouveau souffle et puis un impact supplémentaire. Et du coup, tu mettrais quoi comme effort, j'allais dire, si on devait répartir les efforts, tu vois, entre effectivement les actions traditionnelles, communiqué de presse, t'as dit prise de parole, article d'opinion, et puis aujourd'hui, du coup, ces nouveaux formats d'aller se faire inviter sur un podcast, créer du contenu en propre sur LinkedIn ou relayer, parce que du coup, quand tu parles d'actifs de presse sur LinkedIn, ça, c'est relayer les retombées presse en fait par LinkedIn aussi. C'est ça. Ouais, les relayer qui permettent d'amplifier la notoriété qu'on a obtenue Ouais. dans un média. Euh, je dirais, enfin, si j'essaye de voir le temps qu'on déploie avec nos propres clients, ça dépend. En fait, ça va dépendre beaucoup du premier point que j'ai mentionné, qui est les communiqués de presse. Quel est le volume d'actu Ouais, du on est client en capable de question? sortir, ouais. C'est ça, parce que s'il y a beaucoup de volume en termes de press release, ça va prendre le lead naturellement, et puis ça va aussi impacter tout ce qui fait partie de ces nouvelles stratégies. Si on a une énorme actu, dans les semaines qui suivent l'actu, on va pouvoir pitcher des podcasts de manière différente que si on n'avait pas d'actualité. Donc, je pense que ça dépend vraiment du volume d'actualité en soi qu'a le client. Cela dit, on n'en est plus otage. Parce que si on a un client qui a moins de communiqués de presse, rien ne nous empêche de faire du profiling. Si le produit est fascinant, que le client a une vision très intéressante, etc., on va pouvoir l'articuler dans des articles d'opinion, on va pouvoir le mettre sur un podcast qu'on peut ensuite utiliser pour pitcher des prises de parole dans des événements, sur des panels, parce qu'on voit bien que la personne a des choses très intéressantes à dire, etc. Donc, tout se nourrit, l'un nourrit l'autre et vice-versa. Donc c'est très difficile de donner un pourcentage d'activité de l'un par rapport à l'autre parce qu'on adapte très largement la stratégie dépendant du volume d'actualité. Et ouais, mais c'est vrai que du coup, enfin, mine de rien, on le voit bien dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on est
Donc évidemment, moi, c'est ce qu'on disait d'ailleurs dans le précédent épisode qu'on avait fait ensemble, je remettrai les liens dans la description, mais parce qu'il y avait dans ces stratégies de relations presse cette notion d'être capable d'alimenter sur la durée, dans le temps, on va dire, les, Oui. euh, les sujets. Et pardon, du coup, je me perds dans mon idée. Mais on avait cette notion-là effectivement d'aller dans le temps. Mais du coup, avec mine de rien, ces nouveaux médias, non pas que ça disparaît, mais c'est vrai qu'on est capable d'aller, quand on a un point de vue sur un sujet, Ah, ah. d'aller pitcher ce point de vue-là, du coup, sur des podcasts, enfin, voilà, sur différents médias, dans les newsletters, dans les trucs, pour alimenter des contenus. Euh, dans le temps, sans avoir besoin tout le temps forcément d'avoir ce flot d'actualité et de nouveautés qui justifie un communiqué de presse, on va dire. Exactement, et je pense que justement, le fait qu'on opte pour une stratégie plus diversifiée fait qu'on est moins dépendant de la news. Ce qui est fondamental, notamment pour des clients early stage. Enfin, je veux dire, quand vous êtes une start-up qui a fait une levée de fonds en amorçage ou en série A, il est fort possible que vous n'ayez pas des communiqués de presse à distribuer tous les 6 à 8 semaines. Et donc, dans ces cas de figure qui sont très communs, c'est presque une aubaine de pouvoir diversifier avec des formats nouveaux et émergents euh, que, qu'on n'avait pas à disposition il y a quelques années, en fait. Ouais. Et d'ailleurs, petit conseil de podcasteur du coup, mais c'est vrai que quand on veut pitcher l'idée pour se faire inviter sur un podcast, c'est bien quand même d'avoir avant imaginé des sujets, des angles qui parlent à l'audience, parce que c'est vrai qu'il y a des fois, moi je vois de tout, tu vois, par rapport à ça. Il y a des gens des fois qui te contactent en disant ah bah j'aimerais bien passer sur le podcast. Ok, et so what quoi. Mais par contre, effectivement, quand tu as des demandes qui arrivent avec ah ben par rapport à ton audience, on est capable de pouvoir parler de ça, de ça, de ça, en disant en 3 points les points de vue sur les différents sujets, bah du coup, évidemment, enfin en tout cas, moi et je sais que d'autres podcasteurs aussi, on est tout à fait ouvert à ces démarches-là quand on est capable de trouver des sujets intéressants pour son audience, quoi. C'est ça. Et je pense que ça répète pas, mais ça recoupe ce que tu dis. J'ai envie de dire, la presse appelle la presse. Si quelqu'un se pitch et qu'il a récemment rédigé 1 ou 2 articles d'opinion ou qu'il était déjà sur un autre podcast et qui a déjà un peu de contenu pour te donner une idée de ce qu'il va pouvoir soulever comme thématique, ça aide énormément. Mm. Donc c'est ça Et aussi, pardon. cette stratégie de diversification, c'est pour ça qu'elle est importante. Oui, oui, c'est vrai que du coup, au final, plus tu vois de retombées, enfin, quand tu reçois quelqu'un, tu tapes son nom, quoi, de toute façon, plus tu vois de retombées, bah, plus tu as de chances d'avoir des retombées, en fait. C'est ça, complètement. Et les articles d'opinion, j'allais dire, du coup, pardon, je vais te lancer sur un sujet complètement différent, mais Ouais, ouais. parce que au final, je vois bien les podcasts, je vois bien LinkedIn, les communiqués de presse, on a ces idées-là et tout. Les articles d'opinion, comment est-ce que tu les obtiens? J'allais dire, c'est quoi la bonne façon d'obtenir des articles d'opinion? Alors, les articles d'opinion qu'on appelle aussi des tribunes, en fait, Mmh. c'est travailler avec le client pour comprendre quelles sont les connaissances assez uniques qu'il a accumulées par son expertise de CEO dans un tel domaine ou autre, pour essayer d'en articuler des tribunes qui peuvent être sa vision d'ici 3 à 5 ans, qui peuvent être quelles sont les grandes tendances que je vois se dérouler dans mon marché aujourd'hui. Enfin, en gros, c'est l'exercice, c'est de d'articuler la vision unique et privilégiée de la personne en question grâce à son expertise. Et une tribune, c'est pas un outil de marketing, c'est pas un article promotionnel du tout. En fait, il faut, enfin en tout cas, c'est ce qu'on conseille à nos clients parce que sinon les Mmh. journalistes généralement refusent les papiers. On ne cite pas sa société, mais on parle de notre industrie parce qu'on en a une grande connaissance et on arrive à isoler les grandes tendances du marché, on arrive à prédire ce qui va pouvoir se passer, etc. OK. Donc, Et ça se mhm. diffuse comme un communiqué de presse, du coup? Non, 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 c'est quelque chose qu'on donne en exclu à une publication ou une autre. Euh, OK. donc, par exemple, je peux te donner un exemple. Si Ouais. on a un client qui est en cybersécurité, euh, je vais peut-être lui proposer d'écrire un article sur genre quelles sont les 3 choses qui devraient te garder éveillé la nuit si tu t'occupes de la cybersécurité de ta société.
Ou quels Ouais. sont les 3 réflexes à avoir, aujourd'hui, ou quelles sont les 3 ou 4 derniers, stratégies de hacking, très chaudes qui sont en train de prendre place en ce moment, et cetera, qui sont les choses que le lecteur a envie de lire. L'auteur, donc généralement notre client, ne va pas citer sa société, mais il va montrer sa compréhension du marché, son intelligence, le fait qu'il capte les tendances du marché, le fait il a une dimension de capacité à prédire ce qui va se passer dans son marché, etc. Et après, on Mmh. le pitch à une publication. Donc, Hem, soit une publication spécialisée cybersécurité, soit une publication tech. Voilà, en match OK. avec Mmh. l'audience. Voilà. D'accord, ouais, donc effectivement, la différence, ça, c'est que tu vas faire écrire un article, heu, de ce qu'on appelle le thought leadership un peu, en fait, c'est Oui, ça, c'est c'est ça. un article, voilà, hem, que tu vas aller pitcher derrière à une société, à un journaliste, enfin à un média en particulier, quoi. Là où effectivement, quand tu vas faire enfin, l'idéal, le communiqué de presse, c'est que ce soit ciblé aussi, mais où tu vas arroser potentiellement plusieurs médias avec une news, là, tu vas faire de l'ultra ciblage, quoi. Oui, oui, là, c'est vraiment généralement, on offre ça en exclu. OK. Complètement, ouais. Ça marche. Bon, bah, écoute, voilà, c'était petite question en plus, mais merci en tout cas pour toutes ces bonnes pratiques. Si on devait résumer notre échange, c'est quoi le conseil que tu retiendrais du coup, pour un marketeur qui se pose la question justement de relancer les RP? Parce que tu vois, on en parlait, moi j'en ai parlé dans la communauté avec certains marketeurs, quand on discutait à l'occasion où effectivement, bah, dans les budgets, par rapport notamment à ces enjeux d'IA, tu vois, il y en a qui la question se pose du coup, bah, est-ce que je dois remobiliser, est-ce que je remets vraiment les RP du coup dans mon plan? Qu'est-ce que vous tu vois, on sent que le sujet s'agite quand même. Oui, oui, je comprends tout à fait. C'est une question qui est très valide et qu'on devrait se poser, hein, cette année, je pense, avec les budgets qui se sont resserrés. Il y a eu beaucoup Oui, c'est ça. de pivots, On etc., on voit bien les notamment. sujets de ROI, tu vois? Enfin pareil, quand on parle budget, bon, bah, globalement les budgets, ils sont peut-être moins en augmentation que les années d'avant, on challenge un peu plus les retours, qu'on en attend, et donc tu vois cette question de RP qui des fois fait un peu brand, bah, mine de rien non pas qu'on sache pas trop quoi en faire, mais tu vois c'est vrai on voit moins le ROI direct peut-être d'une action RP, mais en même temps on sent que c'est important par rapport aux autres leviers, donc voilà, on sait plus trop comment arbitrer, quoi. Oui, oui, non, tout à fait. Je pense que, bah, déjà, les RP, on l'a déjà dit, enfin moi j'ai l'impression de me répéter depuis plusieurs années maintenant, ne seront jamais comme le marketing, on n'aura jamais une mesure exacte du retour sur investissement d'un article. C'est pas possible. Mmh. Il n'y a pas les backlinks pour mesurer le nombre de clics, d'où ils viennent, etc. C'est pas la nature des RP. Les C'est relations pas pour ça qu'on le presse, fait, ouais. Mmh. c'est fait pour gérer le réputationnel d'une marque. Le marketing, c'est fait pour vendre. C'est pas les mêmes objectifs. Ils sont comme des frères et sœurs ou des cousins, mais c'est pas les mêmes objectifs. Ils font partie de la même Ouais. famille. Voilà. Donc ça, c'est la première chose à rappeler. Et autant que les choses se digitalisent, etc., pour autant que on est de plus en plus en ligne, que les RP sont de plus en plus à utiliser des outils digitaux, ça restera quelque chose de beaucoup moins mesurable. Mais malgré cela, la réputation, les enjeux de réputation, les enjeux de positionnement d'un fondateur, d'un CEO, etc., je pense, ont une valeur qui est vraiment indiscutable. Donc, de mon point de vue, en tout cas, c'est toujours un bon moment pour relancer CRP. Ça vous donne une diversification, une autorité, une notoriété qui, à mon sens, n'est pas du tout atteignable par le marketing. Ce sont vraiment des outils différents. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du on-off. Par exemple, faire des RP pendant 6-12 mois et ensuite dire, OK, bon, là, on a obtenu des choses, etc. On va un peu surfer dessus et on revisitera ça dans un an. Mais c'est jamais un mauvais moment pour redémarrer ces RP et obtenir la visibilité dont on a parlé pendant le podcast. Très cool. Eh ben, écoute, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, Clara, du coup, pour ton expertise et puis ton éclairage sur le sujet. C'était super intéressant. Si jamais il y a des petites questions pour toi, on peut te trouver, sur LinkedIn, du coup? Oui, on peut me trouver sur LinkedIn, Clara Armand de Lille. On a aussi une page Instagram, Third Eye Media PR _, il me semble. Donc voilà, je suis facile à trouver. Très cool. Eh ben, écoute, encore une fois, merci pour tout et puis, bah, écoute, au moment où on enregistre, c'est bientôt les fêtes de fin d'année donc je te souhaite de passer de belles fêtes et À puis toi je te souhaite aussi. une bonne journée.
Merci Axel, à très bientôt. Salut.